Voilà, eh ben, bonjour à tous. Je veux présenter Marie-Myrtille Pachou qui a le rôle de modératrice pour suivre les questions et qui présentera une partie de l'exposé. Voilà, qui est assistante du service performance énergétique à Territoire d'énergie de Rome. Pour ma part, je suis Bruno Blanchard, je suis directeur concession et performance énergétique. Et j'ai en charge trois services. Donc le service concession et contrôle, la mission qui est en charge du climat, climat air, énergie, territoire, et puis le service performance énergétique qui réalise la séance de ces formations. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'achat d'énergie, ouverture à la concurrence et groupement, donc sous-entendu groupement d'achat. Donc, le syndicat d'énergie a plusieurs métiers. Le métier d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie qui permet à deux services de travailler. Donc, le premier, c'est le service réseau de distribution d'énergie, réalisation de travaux. Le deuxième service, c'est le service concession et contrôle pour contrôler les opérateurs de services publics que sont Enedis et GRDF pour le gaz. Et donc, le service performance énergétique déroule durant le mois de septembre plusieurs formations, 7 formations, donc en webinaire d'1 heure. Et donc, nous sommes à la 5e formation. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont toujours intéressés, mardi 29 et jeudi 1er octobre, pour la suite de ce déroulé de formation. Alors, ce soir, nous allons parler donc d'énergie, de coûts, de dépenses d'énergie et d'achat d'énergie. Donc, un premier point sur les dépenses d'électricité et de gaz dans les communes. Après, je vais vous parler de TRV, terme un peu, je dirais un peu compliqué, qui veut dire tarif réglementé de vente, et l'opposé offre de marché. Je vous présenterai je vous présenterai ce qu'on voit comme avantages et inconvénients dans ces deux solutions. Et puis, Marie-Myrtille présentera les obligations légales de l'ouverture des marchés à la concurrence, la notion de mutualisation et l'intérêt de la mutualisation au travers d'un groupement d'achat, vous déroulera ce qui s'est fait à Territoire d'énergie de Rome depuis 2015. Et je reprendrai la main pour vous parler des retours d'expérience de l'activité achat énergie à Territoire d'énergie de Rome. Voilà, donc on pourra échanger sur des questions à partir du moment où on se passera la parole ou enfin, selon en fin d'exposé. Donc, les dépenses d'énergie d'une commune, ce qu'on vous invite à retenir, c'est que c'est 50 € par habitant. Alors, c'est une donnée nationale de l'ADEME. Et donc, cette donnée, on peut dire que l'électricité et le gaz, ça correspond à 3/4 de l'énergie globale, puisqu'il reste du fioul, du propane, du bois, des réseaux de chaleur bois, du carburant éventuellement. Et donc le graphique qui vous est exposé, il est issu de moyennes tirées des rapports de suivi énergétique qui ont été réalisés ces dernières années sur 134 communes drômoises, mais inférieures à 10 000 habitants. Donc on est plutôt sur des petites communes. Donc le tarif réglementé de vente. Donc je vais vous faire un peu d'historique pour vous reparler de la loi de 1946, loi de nationalisation des opérateurs énergétiques, loi qui a créé Électricité de France et qui a créé Gaz de France. Donc cette loi, elle a doté deux opérateurs de la capacité et du monopole
de la production d'énergie, du transport de l'énergie, de la distribution. Donc, ces deux opérateurs ont eu des tarifs régulés ou des tarifs péréqués, donc avec une logique de péréquation nationale, qui ont été fixés par l'État. Et donc, je veux dire, le consommateur connaissait, selon le type de puissance ou de consommation d'énergie de gaz éventuellement, des types de tarifs réglementés. Donc en électricité, il y a eu 3 couleurs, bleu, jaune, vert. Bleu pour inférieur à 36 kVA, jaune entre 36 kVA et 250 kVA, et vert au-dessus, qui est plutôt, je dirais, un tarif pour les industriels. Et donc, le consommateur voyait une facture d'EDF, ne négociait pas le prix, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est avant 2000, avant l'ouverture des marchés de l'énergie. L'ouverture du marché de l'énergie, ça a principalement eu pour conséquence d'ouvrir à la concurrence la partie fourniture. Alors, fourniture, ça veut dire quoi? C'est la production d'énergie ou alors son importation, parce qu'en France, on produit très peu de gaz naturel aujourd'hui, quasiment pas. Et c'est également la commercialisation. Et l'acheminement, ce que vous voyez en jaune, qui est, je dirais, le transport de l'énergie, soit par tuyau, soit par câble avec des pylônes, ou des poteaux sur une moyenne tension, c'est une activité qui reste en monopole. Alors, en activité de service public, dont le syndicat d'énergie, territoire d'énergie de Rome, a la compétence en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'énergie, d'électricité d'une part et de gaz d'autre part. Donc, la partie fourniture, c'est le fait de je produis de l'énergie et donc je suis mis en concurrence et je vends de l'énergie et je suis mis en concurrence. Alors ça, c'est le principe qui a été acté dans les lois dans la première loi d'ouverture du marché en 2000, et il a fallu attendre très longtemps, 2015, pour que ce soit réellement mis en œuvre. Alors là, on rentre dans des relations contractuelles plus compliquées, c'est-à-dire que dans ce graphique, on veut vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, comme avec un tarif réglementé, le fournisseur est celui qui adresse la facture au client. Et donc, je dirais, le fournisseur, lui, il va s'approvisionner en énergie chez un producteur. Alors, il peut être également lui-même producteur. L'opérateur historique EDF, il est fournisseur, mais il est également producteur. Donc, il peut y avoir, je dirais, un peu comme un commerçant, il peut aller s'acheter directement chez un producteur, mais il peut aller dans l'équivalent d'une centrale d'achat, et là, le fournisseur va se fournir, va acheter de l'énergie dans la bourse de l'énergie. Il va également acheter de la capacité, donc ça c'est quelque chose d'un peu complexe. C'est une nouvelle obligation qu'ont les fournisseurs de garantir, je veux dire, de garantir à l'État que durant les périodes de pointe, principalement en décembre-janvier, quand il y a le maximum de consommation, eh bien, les producteurs d'énergie physique ont la capacité de tenir le choc par rapport à une pointe de consommation importante. Et puis, encore plus récemment, le fournisseur, je dirais, doit acheter, puisque c'est aujourd'hui maintenant un marché, des certificats d'économie d'énergie. Et de l'autre côté, le fournisseur, il va refacturer ce que le distributeur, soit en électricité Enedis, soit en gaz GRDF, va lui transmettre
comme coût de l'acheminement. Voilà. Et le distributeur, donc, il a deux régulateurs. Donc, au niveau national, la Commission de régulation de l'énergie, et au niveau local, l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Donc, dans ce schéma, vous voyez que le syndicat d'énergie, quand il est acheteur d'énergie sur le marché, il est le client, il est celui qui achète, mais en même temps, il est celui qui contrôle et qui régule le distributeur Enedis ou GRDF. Donc, il a deux casquettes et il peut activer deux façons de gérer les choses. Donc, alors, les avantages et inconvénients du tarif réglementé. Donc, le premier avantage du tarif réglementé, c'est que c'est un prix qui a toujours été contrôlé par l'État, qui a été régulé par l'État. Et donc, la logique, c'est que l'opérateur historique, EDF, applique aux usagers le prix le plus bas. C'est l'objectif de l'État. Donc, si c'est un prix qui est administré, si on peut dire comme ça, il n'y a aucune charge commerciale qui est associée à ce prix. C'est-à-dire que EDF qui applique le tarif réglementé n'a pas besoin de faire des devis, n'a pas besoin de répondre à des appels d'offres, donc n'a pas besoin je dirais d'avoir toute une activité commerciale pour obtenir un marché. Un autre point qui est très, très intéressant, c'est que c'est une facture très simple, très compréhensible. Donc, on dit qu'il y a un abonnement, ça donne une part fixe, on a une consommation, ça donne une part variable. Et à partir de là, on rajoute des taxes, bien évidemment, mais c'est terminé. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la transparence dans la facture sur les coûts qui constituent le prix de l'énergie. On ne sait pas combien a coûté la production d'énergie. Par exemple, on ne sait pas, dans le tarif réglementé, comment ça se répartit entre, par exemple, ce qu'a coûté la production en nucléaire, ce qu'a coûté le transport, ce qu'a coûté la distribution. Donc, dans les comptes d'EDF, historiquement, il y avait bien des répartitions, mais ce n'était pas transparent et ce n'était pas sur la facture. Un autre point qui chagrinait certaines personnes, et notamment certaines entreprises, qui, par principe, n'admettaient pas que EDF soit un fournisseur obligé. Voilà, c'était une des difficultés. Donc là, je vais passer la parole à Marie Myrtille. Est-ce que vous avez des questions sur les quelques points que j'ai exposés ou pas? Non, je laisse la parole à Marie Myrtille. Alors, donc, par rapport à ces tarifs réglementés, pour faire un bref rappel historique, alors pour le gaz, on a eu dans un premier temps, au 1er janvier 2015, la fin des tarifs réglementés de vente pour les professionnels dont la consommation était supérieure à 500 MWh par an. Et ensuite, au 1er janvier 2020, on a eu la fin de ces tarifs sans critères de consommation. Et donc, il n'y a plus aujourd'hui aucun tarif réglementé de vente pour les professionnels en gaz. Pour les autres clients, une fin des tarifs est prévue au 30 juin 2023. Pardon Marie Myrtille, on ne t'entend pas trop bien. Est-ce que tu peux parler un peu plus près ou un peu plus fort? Si je me rapproche, là, c'est mieux ou pas? Oui, ça va mieux, oui. Concernant l'électricité, donc au 1er janvier 2016, fin des tarifs réglementés pour les points de livraison dont la puissance était supérieure à 36 kVA. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça correspondait au tarif jaune et au tarif vert. Et il est prévu au 1er janvier 2021 la fin des tarifs réglementés pour les points de livraison, cette fois inférieurs à 36 kVA, donc les tarifs bleus. Mais cette fin de tarif va s'appliquer donc, à certains professionnels, certaines collectivités, selon des critères qui ont été donc, fixés par les collectivités et que l'on va retrouver donc, sur la diapositive suivante. Donc, non, il faut que tu me passes le diapo du coup pour la diapo. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que pour les collectivités ou les professionnels qui auront plus de 10 salariés ou plus de 2 millions de chiffre d'affaires de recettes ne pourront plus bénéficier de ces tarifs réglementés. Donc là, voilà, vous voyez sur ce schéma-là, la sortie des tarifs réglementés reste une possibilité et non une obligation. Donc, pour les communes qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de recettes, elles pourront continuer à bénéficier de ces tarifs réglementés. Pour les autres, ce ne sera donc pas le cas. Alors, pour celles qui ne pourront pas les conserver, EDF, si la commune ou la collectivité n'a pas fait un choix particulier, EDF proposera des contrats de transition pendant 1 an. Et donc, au 1er janvier 2022, ces contrats de transition s'arrêteront et la collectivité devra donc se positionner sur un nouveau fournisseur ou sur une consultation, lancement d'un marché pour leur consommation. Alors, quel est l'intérêt de mutualiser les achats? Premier intérêt, mutualiser l'expertise. Faire acheter de l'énergie, c'est compliqué. C'est un achat d'un nouveau type, avec des conditions générales imposées par les fournisseurs et selon des procédures complexes de marché public. Deuxième intérêt, bénéficier de prix maîtrisés grâce à des volumes qui favorisent la concurrence. Et profiter de conditions plus favorables, ou à minima au moins favorables, aussi favorables, que celles que la commune aurait obtenues de manière isolée, donc tant financièrement que techniquement, de la part du prestataire. Autre intérêt de mutualiser les achats, c'est également mutualiser les procédures de marché public, ce qui permet donc de faire l'économie de conclure un marché, et donc on économise du temps et des formalités. Enfin, conserver liberté et souplesse pour ajouter un nouveau point de livraison, sortir un point de livraison, sans avoir de pénalités qui seront appliquées. Dans notre marché proposé aussi par Territoire d'Énergie Drôme, il y a aussi la liberté et la souplesse dans le sens où tout membre peut aussi se retirer du groupement quand il le souhaite. Donc aujourd'hui, Territoire d'Énergie Drôme a constitué un groupement de commandes d'achat d'électricité et de gaz, service associé. Ce groupement de commandes est régi donc par une convention qui définit les règles entre l'ensemble de ses membres. Donc, depuis 2015, nous avons déjà passé 4 accords cadres, 8 marchés subséquents. Donc un accord cadre, ça a une durée de 4 ans. Et à l'intérieur de cet accord cadre, nous avons 2 marchés subséquents de 2 ans chacun. C'est tout assuré. On ne vous entend pas bien. D'accord. Je suis prêt, je parle fort. Alors, on parle d'un accord cadre multi-attributaire, car celui-ci va retenir plusieurs fournisseurs. 2, 3, 4. Alors bon, dans l'idéal, au moins 3, c'est bien. Et c'est ensuite, lors du marché subséquent, que nous mettons en concurrence ces 3 ou 4 titulaires de l'accord cadre. Alors, on parle aussi d'un accord cadre à loti, car dans chaque marché subséquent, on a créé plusieurs lots. Alors, par exemple, pour le gaz, sur nos marchés, nous avons un lot pour les points de comptage dont la consommation annuelle de référence était inférieure à 300 MWh par an, et donc un lot pour les supérieurs à 300 MWh. Sur nos futurs marchés de gaz, on envisage probablement de faire cette fois, par exemple, un lot pour les points de comptage classiques, on peut dire, et un lot, par exemple, pour les points de comptage qui seront souhaités en biogaz. Côté électricité, même principe. Sur nos marchés en cours, alors nous n'avons pas cette fois 2 lots, nous en avons fait 3. Un lot pour les petites puissances inférieures à 36 kVA, tarif bleu. Un lot pour les puissances supérieures à 36 kVA. Et un lot pour les PDL à haute valeur environnementale, énergie verte. Aujourd'hui, donc, les groupements d'achat proposés par Territoire d'Énergie Drôme, donc en gaz, c'est un groupement qui regroupe 106 membres. Alors, c'est le Territoire d'Énergie Drôme est le coordonnateur de ce marché, mais nous collaborons avec le syndicat de l'Ardèche. Donc, nous avons dans ce marché gaz 39 communes drômoises et 32 communes ardéchoises, et nous avons également plusieurs intercommunalités. Ce groupement de gaz représente environ 980 points de livraison pour un montant de 5,6 millions d'euros par an.
Et pour l'électricité, nous avons donc 108 membres drômois, donc là nous sommes seuls sur l'électricité, avec 4 500 points de livraison pour 4,8 millions d'euros par an. Alors, dans les années à venir, les membres vont encore augmenter. Nous avons déjà des collectivités qui souhaitent nous rejoindre, donc on sera amené encore à prendre un peu plus d'ampleur. Les modalités et le fonctionnement du groupement. Alors, pour intégrer le groupement d'achat, la commune devra donc délibérer et autoriser la signature de la convention de groupement. Dans cette délibération, elle doit définir ses besoins, c'est-à-dire qu'elle va indiquer sa consommation annuelle et le nombre de ses points de livraison. Territoire d'énergie Drôme est donc le coordonnateur du marché, donc ce qui signifie que nous nous chargeons de rédiger les pièces du marché, de collecter et de transmettre pour validation les données des points de livraison aux fournisseurs. On s'occupe de toute la partie procédure d'appel d'offres. On peut, selon les besoins, vous proposer une simulation de prix si, par exemple, vous souhaitez mettre certains de vos points de livraison en énergie verte ou en biogaz pour voir quelle serait l'augmentation du budget en passant sur une énergie verte plutôt que rester sur du classique. Et ensuite, on vous met à disposition sur Internet, on a un espace dédié où vous avez toutes les pièces du marché, les documents pour faire les ordres de service, de rattachement de points, etc. Alors attention, nous, on est coordonnateurs, mais chaque membre est responsable de l'exécution du marché. Ça veut dire que c'est la collectivité qui sera chargée de vérifier et de valider les factures, d'établir les ordres de service aux fournisseurs. On vous aura donc donné les modèles, mais ce sera à vous à chaque fois d'envoyer ça aux fournisseurs concernés. Donc ça peut être mise en service d'un nouveau point, suppression d'un point, demande de branchement provisoire, etc. Et c'est à vous également d'appliquer des pénalités en cas de problème. Voilà. Eh bien, Bruno, je vais te redonner la parole. Je ne sais pas si, du coup, certains auront des questions. Non. Alors, on a « Qu'est-ce que va gagner ou économiser ma commune ?» On va y venir un tout petit peu tout à l'heure sur la question d'économie. Okay. Mais je dirais quelque part, je veux dire, voilà, c'est pas la bonne question qu'il faut se poser. On n'imagine pas, enfin, quelque part, il ne faut pas imaginer l'ouverture des marchés pour faire des économies financières. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, puis je redévelopperai un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on parle d'adhésion au groupement d'achat, il y a 3 configurations possibles des communes pour des collectivités de la Drôme. La première configuration pour les plus grandes collectivités, c'est d'être déjà adhérent au groupement de commande, d'avoir signé la convention de groupement de commande et donc de faire partie, ce que j'appellerais, du club. Et donc dans le club, il y a une entité qui a été désignée, c'est le syndicat d'énergie, pour porter le marché public, pour négocier, je dirais, ce contrat. Et puis, ce même contrat se déclinera sur autant de membres que de signataires de la convention de groupement. Donc, le deuxième cas de figure, c'est les communes dont les tarifs réglementés de vente en électricité notamment arrivent à l'échéance au 31 décembre de cette année, avec certes la possibilité d'avoir une année de transition avec l'opérateur historique EDF. Donc aujourd'hui, ces communes-là, je dirais, sont sollicitées par le syndicat d'énergie. Il y a eu des mails au printemps dernier. On est dans une phase de relance également, avec prochainement probablement un courrier. Voilà. Donc nous, on invite vivement ces communes à se rapprocher du syndicat pour qu'on puisse les intégrer dans le groupement, pour qu'elles puissent rentrer
dans les prochains marchés à compter du 1er janvier 2022. Et puis, on a les plus petites communes qui vont conserver leur droit à obtenir un tarif réglementé de vente et qui, pour différentes raisons, et notamment peut-être pour une question de prix, peuvent avoir intérêt à intégrer le tarif, le groupement d'achat. Donc, quelques retours d'expérience de notre activité d'achat d'énergie. Aujourd'hui, on peut dire que le fait d'adhérer au groupement, c'est des économies certaines, parce que le coût de la procédure de marché public est porté par une seule entité et pas par 100 entités. Donc, quelque part, les documents de consultation d'entreprise, les analyses, les avenants éventuels, la prise en compte des changements des lois et des règlements en vigueur, donc toute la veille qui est demandée, c'est mutualisé. Donc, pour les membres qui participent au groupement de commande, c'est de l'économie. Je dirais, pour certaines petites communes, c'est une facilité pour s'appuyer sur sur une structure qui a un peu plus d'expertise. Mais on a des collectivités, notamment des communautés d'agglomération, celle de Valence-Roman Agglomération ou de Montélimar Agglomération, qui auraient très bien pu porter les marchés publics eux-mêmes. Donc, c'est du temps évité et de l'argent d'économiser. Aujourd'hui, quand on est acheteur, donc acheteur d'énergie, on sait qu'on navigue dans une organisation complexe pour obtenir un rapport qualité-prix et il faut qu'on soit référencé grand compte. Alors, grand compte, ça veut dire qu'on n'est pas référencé professionnel. Donc, ça veut dire que quand on a des interlocuteurs et qu'on a des offres commerciales, donc des offres de prix et de qualité de service en rapport, elles sont proposées, elles sont rédigées par les services grands comptes des opérateurs. C'est-à-dire que c'est géré directement depuis les sièges sociaux. Si vous êtes une commune de 1000 habitants, par exemple, vous aurez un commercial qui viendra vous voir, et ce commercial, lui, aura, je dirais, une possibilité de vous faire des offres commerciales, mais qui auront été dictées par sa direction départementale ou direction régionale. Et du coup, là, on peut arriver entre 5 et 15% d'écart sur la facture globale. Donc là, le fait de passer de grands comptes je dirais, à quelque part, entre guillemets, petits clients, parce qu'aujourd'hui, des fournisseurs d'énergie, on n'en a pas beaucoup. On en a quelques-uns au niveau national. Et donc, depuis Paris, la commune de 1000 habitants dans la Drôme, c'est vraiment un petit client. Notre expérience, ça a été, au tout début, des prix très compétitifs. En 2016, en électricité, on a eu moins 15% sur les prix par rapport aux tarifs réglementés, mais c'était en lien avec la chute des cours en bourse. Et quand une bourse, elle baisse à un moment donné, elle remonte à un autre moment. Donc, on a eu des fortes baisses en 2016, donc tout le monde était heureux. Et puis en 2018 et 2019, on a eu de nettes remontées sur les prix de l'électricité. Donc, quelque part, on a une forme de volatilité qui n'existait pas avec le tarif réglementé. Donc, au global, je dirais, sur les 5 dernières années, il y a eu des économies par rapport au tarif réglementé, mais ça a plutôt été en lien avec certaines crises mondiales qui ont impacté les cours de l'énergie. Voilà. Donc, quelque part, on ne peut pas dire, pour répondre à la question de tout à l'heure, que l'ouverture des marchés, c'est directement quelque chose qui permet de faire des économies d'énergie, des économies financières. En revanche, ce qui a été obtenu auprès des fournisseurs, c'est la transmission de données digitalisées, ce qui là permet de faire des économies
de temps, notamment, pour mieux comprendre et mieux suivre les factures. Et donc, au niveau du syndicat d'énergie, on essaie de plus en plus d'obtenir des données digitalisées et de pouvoir compiler des données de facturation pour les communes et donc d'automatiser des choses de façon à ce que ça nous coûte le moins cher possible et qu'on puisse apporter le meilleur service aux communes sur ces questions-là. Alors Bruno, j'ai une question en lien. Est-ce qu'il est possible d'avoir des tarifs non affiliés au cours de la bourse? Alors, oui. On a eu un lot qu'on a décrit haute valeur environnementale. Et donc, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, sur ce lot haute valeur environnementale, je dirais la production d'électricité est fléchée. Et donc, c'est des fournisseurs qui s'engagent à ce que la production d'électricité vienne de sources renouvelables clairement identifiées et donc ne passe pas, je dirais, l'achat ne passe pas en bourse. Voilà. C'est des prix un peu supérieurs au prix, je dirais, des autres lots, mais c'est des prix avec une forte stabilité. Voilà, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc, autant comme tout à l'heure, je vous disais que le tarif réglementé avait un avantage, c'est des factures simples. Autant comme aujourd'hui, les factures d'électricité sont très complexes. En tarif réglementé, en une demi-page, la facture relevait, je dirais, les parties de consommation, d'abonnement et puis les taxes. Aujourd'hui, il faut 2 pages pour une facture d'électricité. Tout ça parce que ces factures, elles reprennent des règles nationales qui ont évolué. Donc la capacité, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est l'obligation faite aux fournisseurs de prendre, je vais le présenter comme ça, de prendre une assurance pour que tous les clients qui sont livrés par ce fournisseur puissent demander autant d'énergie en période de pointe que ce qu'ils souhaitent et qu'en contrepartie, on ait des capacités de production pour cette période de pointe. Donc le fournisseur, à un certain moment donné, il va acheter le droit à activer des unités de production, peut-être pendant une journée, peut-être pendant 3 jours. Donc ces unités de production, elles ne sont pas rentables en soi, puisqu'on est plus dans une logique d'assurance, de garantir le système électrique français, ce qui était fait avant par EDF, dans la logique de la mutualisation. EDF a construit des barrages très coûteux, mais qui permettaient en quelques minutes d'alimenter et de couvrir une période de pointe. Donc aujourd'hui, EDF qui est mis en concurrence n'a strictement aucun intérêt d'aller construire un gros équipement type grande maison en Savoie. Donc l'AREN, c'est accès réglementé à l'énergie nucléaire historique. Donc c'est tout un mécanisme assez complexe qui a été mis en place pour que les fournisseurs qui font concurrence à EDF puissent acheter à EDF de l'énergie nucléaire pour mieux lui faire mieux jouer la concurrence. Donc, c'est quelque chose qui paraît hyper complexe, mais ça a été un peu je dirais, l'accord trouvé entre la France et l'Europe pour vraiment que le marché puisse effectivement être ouvert à la concurrence. Puisque, de fait, EDF qui disposait de sources nucléaires, je dirais, en grande partie amorties, avait de fait un coût de revient bien inférieur aux nouveaux entrants qui, eux, ne pouvaient pas bénéficier de ces opérations-là. Et puis, dernière mutation, c'est les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que
le fournisseur, depuis la loi de 2005, a l'obligation de rendre compte à l'État d'un certain nombre de certificats d'économie d'énergie en fonction des quantités d'énergie qu'il a vendues. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a quelques années, les certificats valaient 4 €. Toujours là, dans une logique de cotation boursière, le marché s'est écroulé, ils sont tombés à 2 €. Et 2 années plus tard, ils sont montés à 9 €. Donc, quelque part, je dirais, cette cotation-là, elle est liée à des vendeurs, mais aussi à des acheteurs. Et les acheteurs, c'est les fournisseurs d'énergie. Alors, pas seulement électricité et gaz, parce que, par exemple, un fournisseur de fuel ou même de gazole et d'essence est tenu à acheter des certificats, à fournir des certificats d'économie d'énergie. Donc, je dirais, quand on est acheteur d'énergie, on a besoin d'avoir un sourcing très précis. Alors, je définis le terme sourcing, c'est de bien étudier ce que les gens qui vont nous fournir une prestation peuvent faire et surtout ne veulent pas faire pour que, quand on a un cahier des charges, on ait le maximum de fournisseurs qui répondent. Aujourd'hui, en électricité, on a une grande difficulté, c'est qu'on n'a que 3 opérateurs qui répondent sur le marché des collectivités, parce que de nombreux opérateurs se livrent une concurrence féroce pour les entreprises, mais la logique prérogative de puissance publique, marché public, paiement public, c'est des choses qui rebutent aujourd'hui pas mal d'entreprises, surtout celles qui arrivent de l'étranger, des opérateurs européens qui viennent s'implanter en France et qui ont vraiment peur de tout ça. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un gros travail de rencontre des fournisseurs pour bien savoir si dans notre cahier des charges, on ne va pas mettre une ligne qui va faire en sorte qu'un des 3 fournisseurs ne va pas répondre. Les 3 fournisseurs, donc c'est EDF, bien évidemment, Engie, nouveau nom de GDF Suez, et puis Total Direct Energy. Alors, à un certain moment donné, on a eu Total et Direct Energy, 2 fournisseurs, mais depuis 1 an et demi, Total a racheté Direct Energy, donc on n'en a plus que 3. Et donc, on a également une contrainte, c'est comme on est sur un achat en bourse et que la bourse, elle fluctue, on a aujourd'hui la volonté d'encadrer l'achat en bourse. Alors, je vais le préciser dans la diapo suivante. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une action d'une entreprise, vous n'allez pas dire à votre banquier, eh ben, j'ai besoin d'une action, voilà, et je les achète à n'importe quel moment. Vous allez essayer de trouver le bon moment pour acheter l'action. Et maintenant, pour acheter l'énergie, il faut qu'on ait ce raisonnement-là identique. Alors voilà, je vous présente le cours de bourse du gaz depuis fin 2015 jusqu'à mi-2020, jusqu'à août 2020. Et puis, je vous présente les périodes où on a acheté. Alors, les périodes où on a acheté, la date précise de l'achat, c'est la date à laquelle se sont tenues les commissions d'appel d'offres. Vous êtes des élus, vous savez très bien que la date de la réunion d'une commission d'appel d'offres, elle ne se définit pas en fonction de la cotation boursière du moment. C'est en fonction d'un planning préétabli, de la disponibilité des élus. Et donc, en 2017, on a eu un achat qui était à peu près correct en gaz sur le marché subséquent 2017-2018. En 2018, il y a eu un pic, il y a eu une augmentation très forte du prix de l'énergie. Et nous, on a acheté à peu près
à la moitié de l'augmentation. Si la commission d'appel d'offres s'était tenue 10-15 jours plus tard, on achetait pour 2 ans, c'est-à-dire qu'on figeait le prix définitif de l'achat pour 2 ans sur le haut de la pointe. Et inversement, on a acheté durant la période de confinement, donc vous imaginez le cours de bourse durant cette période-là, notamment pour le gaz, qui était complètement écroulé, et donc on a fait un achat au plus bas. Donc en mai dernier, on a acheté en mai dernier pour la fourniture de l'année 2021, et donc on a acheté 1 mégawattheure de gaz à 12 €, alors que 2 ans avant, on l'avait acheté 25 €, 2 fois plus cher. Alors, ça ne veut pas dire que la facture finale, c'est 2 fois plus cher. C'est un peu comme le prix de l'essence à la pompe. C'est pas le prix, il n'évolue pas en fonction du prix de l'augmentation du baril de pétrole, parce qu'il y a des taxes, parce qu'il y a d'autres choses. Là, notamment, en plus du cours de la molécule ou du mégawattheure qui est acheté en bourse, il faut rajouter l'acheminement, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, et puis les taxes, et puis là-dessus, on rajoute bien évidemment la TVA. Donc, ce qui explique qu'on ne va pas du simple au double. Mais sur la facture globale, avec l'achat qui a été réalisé au printemps dernier, c'est moins 25% sur la facture globale. Donc, pour terminer les retours d'expérience, l'ouverture du marché, ça nous permet de dire on veut acheter de l'énergie verte. Donc, en gaz, on a aujourd'hui la possibilité d'acheter, les membres du groupement peuvent choisir d'acheter du biométhane européen. Et dans le prochain marché, on va normalement, si juridiquement on arrive à bien valider tout ça, acheter du gaz français, du biogaz, du biométhane français produit en France. Pour l'électricité, on a de l'énergie qu'on va appeler grise, avec un supplément de, je dirais, quelques dizaines de centimes, donc c'est inférieur à 1 € le supplément, pour avoir de l'énergie verte, c'est-à-dire avoir une garantie d'origine que l'énergie a été produite à partir d'infrastructures qui produisent de l'énergie verte. Et ce que j'ai commencé à présenter tout à l'heure, c'est le lot avec de l'énergie verte haute valeur environnementale. C'est-à-dire que là, on demande à ce que la garantie d'origine soit clairement identifiée sur un lieu, sur une source de production. Donc, c'est-à-dire qu'on dit dans le marché, on veut de l'énergie pour répondre aux besoins des collectivités qui l'ont exprimé. Et donc, on a de l'énergie verte avec une garantie d'origine, mais en plus, on veut avoir une garantie que sur la production de cette énergie verte et qu'elle soit faite, par exemple, avec de l'éolien, du photovoltaïque ou de la petite hydraulique. Et donc là, je veux dire, quelque part, ce n'est pas l'hydraulique industrielle telle qu'on trouve dans la vallée du Rhône, mais c'est de l'hydraulique, par exemple, qui vient de Savoie. Aujourd'hui, notre marché, il a été gagné par Enalp, qui nous a indiqué vendre une énergie verte qui est produite en Savoie. Voilà. Donc, quand ce prix, et ce prix, il est quand même, je dirais, assez élevé, on a quasiment entre 5 et 15% selon les tarifs ou selon les options de surcoût. Ce qui est vraiment, je dirais, non négligeable. Alors, certaines collectivités qui ont souscrit ce tarif-là ont voulu maintenir un budget consommation d'énergie identique. Ils ont, fait des économies, fait des efforts pour obtenir des économies de consommation, parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est celle qui nous coûte le moins cher. Et derrière, le fait d'avoir une partie de l'énergie
avec, je dirais, le marché groupé qui leur fait économiser un peu sur certains postes, voilà, ils rééquilibrent avec, pour certains points de livraison, des coûts plus élevés. Donc, nous, aujourd'hui, on a bien noté l'attente des collectivités membres qui serait d'avoir de l'énergie locale, parce que quand on dit, je dirais, il y a une garantie d'origine, cette garantie d'origine, elle peut venir de France, elle peut venir, je dirais, d'hydraulique, mais elle peut venir d'Europe. Ça ne donne pas beaucoup de sens au surcoût et à l'idée qu'on fait pour acheter de l'énergie verte. Donc, nous, on a bien en tête qu'on souhaite avoir de l'énergie locale, mais aujourd'hui, ce principe-là est contraire aux règles de marché public. Par exemple, nous, on pourrait très bien dire, nous, on veut acheter de l'énergie avec des garanties d'origine qui sont produites dans la Drôme. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible avec le Code des marchés publics. Donc, une des perspectives à moyen ou long terme, avec une modification du Code des marchés publics, ce serait d'avoir des PPA, donc ça c'est le nom anglais, ou alors plutôt des contrats de long terme, qui nous permettraient d'acheter directement aux producteurs de l'énergie, donc l'énergie qui serait produite localement, ce qui serait produit sur le territoire. Voilà. Donc, je vais vous remontrer un schéma qui reprend un peu le premier schéma que je vous ai montré. Bruno, est-ce que tu veux garder les questions pour la fin ou je les donne maintenant? Oui, j'ai terminé. Et puis, on revient alors. Voilà. Donc, ce schéma rappelle, repositionne le consommateur, les producteurs, RTE qui gère le réseau de transport, Enedis et les entreprises locales de distribution qui gèrent les réseaux de distribution. On a le producteur qui va fournir le marché de gros, donc la bourse de l'électricité, et avec les fournisseurs qui s'y alimentent. Et on a, donc notamment dans le contrat de valeur environnementale, un contrat direct entre le producteur et le fournisseur. Et donc, ce que je vous mets en jaune en pointillé, c'est peut-être demain, dans les années à venir, un nouveau contrat qui sera passé directement entre le groupement d'achat et, je dirais, un producteur éolien photovoltaïque de la région. Et donc, le fournisseur, lui, fera, je dirais, complétera, je dirais, les besoins. Voilà, donc ça, c'est une perspective qu'on travaille dans un groupe de travail organisé par notre fédération au niveau national. Pour vous dire, ces fameux contrats de long terme, on a quelques collectivités, quelques entreprises françaises qui ont commencé à en souscrire. Si c'est un mot américain, c'est que ce type de contrat a été initié par des grosses entreprises américaines type Google, qui, quand ils implantent des serveurs qui consomment énormément d'énergie, passent un contrat avec un producteur d'énergie renouvelable, et comme ça, ils peuvent afficher qu'ils ont de l'énergie verte, mais deux, ils ont un prix garanti sur 20 ou 30 ans, et donc ça permet de garantir la pérennité de l'entreprise. Donc, un petit rappel rapide du travail du service performance énergétique. Donc, avec la partie achat d'énergie, analyse des factures, diagnostic, préconisation de travaux, accompagnement technique, accompagnement en termes de financement, puisque le syndicat d'énergie apporte des financements, mais peut relayer des financements européens, où je dirais, le service peut vous aider à faire un montage de dossiers de financement. Une fois que les travaux pour faire des économies d'énergie ont été réalisés, et ben on repart la boucle pour évaluer, en faisant le suivi des consommations, et évaluer ce qui a été économisé. Voilà, donc territoire d'énergie Drôme, c'est aussi
J'ai parlé des aides financières, la mutualisation des certificats d'économie d'énergie pour financer les subventions. Des choses plutôt qui sont de l'ordre de la recherche-développement, c'est l'autoconsommation collective et l'hydrogène, donc probablement des expérimentations prochaines. On a un réseau de chaleur à Vassieux-en-Vercors. Voilà. Donc, j'en ai terminé et on va prendre les questions. Donc, juste ce qu'on vous invite à noter, c'est que pour nous joindre sur l'achat d'énergie, c'est le numéro de téléphone, la ligne du service performance énergétique, ou alors une adresse mail dédiée, achatenergie@sted.org. Voilà, donc j'écoute les questions et je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais peut-être repartir du début. Alors, la première question, c'était quelles sont les conditions pour faire appel à un fournisseur alternatif type Total Énergie ou autre? Alors, on n'a pas de conditions pour faire appel à un fournisseur alternatif. À partir du moment où on fait un marché public, toutes les entreprises répondent. EDF répond. Aujourd'hui, sur un lot du marché actuel, c'est EDF qui est titulaire du marché. Je veux dire, voilà, à partir du moment où on met en concurrence, tous les opérateurs répondent. Voilà. On ne va pas dire c'est plus un marché, un alternatif ou pas. À partir du moment où on met en concurrence, tout le monde répond. Y a-t-il un volume pour bénéficier d'un tarif préférentiel? Le volume, pour moi, c'est est-ce qu'on arrive à rentrer dans le cadre des... est-ce qu'on arrive à être géré par les grands comptes ou pas? Au niveau national, l'UGAP a fait des groupements d'achat. Et en fait, on s'aperçoit qu'à un certain niveau, au bout d'une certaine quantité, on ne gagne plus beaucoup et on perd même en concurrence. Par exemple, en gaz, on a réussi à avoir deux fournisseurs qui ont été très compétitifs et qui ont donné une grande satisfaction aux membres. C'est Gaz Électricité de Grenoble, une ancienne régie, et Gaz de Bordeaux, qui est également une régie. Mais je vous assure que quand en 2016, on a expliqué à toutes les collectivités Dromoise et Ardéchoise, qui faisaient partie du groupement d'achat, que le titulaire du marché, c'était Gaz de Bordeaux, personne n'avait entendu parler de cette entreprise. Et tout le monde craignait que cette entreprise qui est basée à Bordeaux, ce soit très loin et que ça se passe très mal. Au contraire, tout le monde a été très très content parce que c'est des gens qui avaient une réactivité très très forte, à la fois pour les clients et puis à la fois pour démêler des difficultés. Moi, ça m'est arrivé de saisir le directeur commercial pour une difficulté. Je veux dire un truc inextricable. Je veux dire, voilà, il y avait eu une erreur de facturation, la commune avait payé la facture d'une école privée pendant 1 an, il fallait faire des contrats rétroactifs, signer un contrat antérieur d'1 an, enfin, pas possible. Et ce directeur commercial, il m'a dit, bon, ben, le directeur général, c'est le bureau d'à côté, je dois gérer ça avec lui. Et le lendemain, il me disait, c'est OK, on règle le truc. Voilà. Donc, c'est très, nous, on est vraiment très, très heureux d'avoir des structures de taille moyenne qui ont une réactivité et qui font jouer la concurrence. Voilà. Mais ces deux structures ne répondent qu'en gaz. Voilà. Quand tu étais tout à l'heure sur la diapositive avec le cours de la bourse, on a eu une question, oui. Enfin une remarque plutôt. Les montants des factures d'électricité sont relativement faibles. Un achat direct par la commune serait plus réactif au marché. Alors, la difficulté, c'est que quand on est sur l'achat en bourse, enfin, alors, je vais reprendre un peu le schéma
je dirais, de fonctionnement d'un fournisseur. Un fournisseur, il a un siège social, on va dire à Paris, ça peut être à Bordeaux, par exemple, je vous citais Gaz de Bordeaux, et il a des représentants locaux, des commerciaux, qui vont faire des offres de prix. Donc, soit vous êtes dans la catégorie des grands comptes et vous allez avoir un prix qui est ajusté le plus possible à ce qu'ils peuvent acheter. C'est-à-dire qu'ils vont réduire les marges le plus possible puisque les concurrents ils vont faire pareil. Mais si vous n'êtes pas référencé grand compte, je dirais soit par mois, soit par quinzaine, les directions départementales ou directions régionales vont avoir un barème pour que les commerciaux fassent des propositions. Donc, du coup, je dirais ce que l'entreprise va faire, c'est qu'elle va dire, par exemple, moi, je vois que la bourse, elle est plutôt dans une phase stable, mais j'ai toujours un risque qu'elle monte de 5% ou 10%. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes tarifs que je fixe à mes commerciaux, je leur mets déjà 10% de plus pour sécuriser. Parce que quand ils vont signer le contrat, et puis entre le moment où la proposition sera faite et le contrat sera signé, il se passera peut-être 10-15 jours. Donc, pour sécuriser, je vais monter mon prix de 10, 15, et si la bourse est vraiment tendue et qu'elle est plutôt à la hausse, là, ce sera peut-être 20-30% de plus qui vont monter. Donc, du coup, on ne peut pas, je dirais, comme la question, en disant je suis une petite collectivité, j'ai la réactivité, mais vous n'aurez pas probablement le volume pour réagir comme ça. Donc, nous, aujourd'hui, on utilise la procédure de marché public accord cadre avec marché subséquent parce que c'est la seule procédure, je dirais, existante qui nous permet d'obtenir un jour une proposition et dans les 24 heures de dire « Ok, on vous a choisi ». Tout ça pour réduire la marge la marge que va prendre le fournisseur entre son prix et la variation boursière, je dirais, qu'il peut y avoir. On a même des collègues qui prennent plus de risques que nous encore pour chercher à tirer le prix vers le bas et ils annoncent 3 heures de délai de validité des offres. Donc ça veut dire qu'on reçoit les offres à 14 heures et à 17 heures, il faut que la commission d'appel d'offres ait statué. Voilà, donc nous pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ces stades-là, mais on est beaucoup plus sur une logique pour fixer des algorithmes d'achat en bourse pour que, je dirais, le fournisseur achète au mieux et achète pour avoir une stabilité des prix. Avez-vous le même graphique pour l'électricité? Non, on ne l'a pas sous la main, je suis désolé, mais en fait, les cotations de gaz sont très proches des cotations du pétrole et du coup, les cotations électriques sont également très proches de ces deux cotations-là. Ce qui n'a aucune logique en France, puisque vous savez qu'en France, on a une forte production d'énergie nucléaire, et donc que le pétrole augmente ou pas, ça ne change rien à la production nucléaire. Par contre, ça impacte beaucoup le prix de l'électricité, parce que comme on est maintenant sur un marché en bourse, on a des traders, et les traders, je dirais, ne regardent plus la réalité de la production, mais disent le marché de l'énergie monte, le marché descend, et à partir du moment où ils disent il monte, ils disent ok, je vais acheter, et au plus ils achètent, au plus ils font monter. Donc on est sur les effets pervers de bourse, qui fait qu'on a des pics, et puis après on a des grosses chutes. Voilà. Donc je suis désolé, je n'ai pas l'équivalent d'électricité, mais c'est quasiment la même chose. Alors, le groupement de commandes serait opérationnel au 1er janvier 2022, si j'ai bien lu.
Cela signifie qu'il faut signer un contrat de transition quand bien même la commune est déjà membre du groupement pour d'autres PDL? Non, non. Si la commune est membre du groupement, il suffit de faire un ordre de service et de rentrer ces nouveaux points de livraison dans le marché. Alors, ce qui vous a été expliqué par Marie Myrtille tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir plusieurs milliers de points de livraison dans un même marché, ça simplifie le fait de rajouter ou de sortir des points de livraison. Si vous avez 4 points de livraison et que vous passez un marché public de 3 ans, par exemple, votre fournisseur il va vous dire « Ok, moi, je vous fais tel prix pour vos besoins. » Si au bout d'un an, vous souhaitez enlever ou je veux dire, vous fermer deux bâtiments, le marché public il sera de fait renégocié parce que les conditions économiques du marché sont complètement bouleversées. Vous avez enlevé 50% de la quantité d'énergie que votre fournisseur devait vous fournir. Donc du coup, ça peut même aller jusqu'à casser le marché. Alors que quand on a une grande quantité de points de livraison, on a des communes qui veulent rentrer des points de livraison, d'autres qui veulent en sortir. Et donc, du coup, comme on a, je dirais, aujourd'hui, les agglomérations, l'éclairage public du syndicat d'énergie pour les communes qui ont transféré la compétence, on a des masses importantes. Donc, du coup, les communes qui ont des points de livraison qui sont déjà dans le marché, dans le groupement de commandes, peuvent très bien, par un ordre de service, intégrer leur point de livraison, je dirais dès aujourd'hui, pour qu'ils soient tranquilles au 31 décembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, Enalp, équivalent énergie d'ici. Le marché public favorise les multinationales, point d'interrogation. Et deuxième question, est-ce qu'une commune peut faire de l'électricité en autoconsommation et vendre le surplus? Donc là, la question de l'autoconsommation, c'est une question, donc je vous invite à ce qu'on puisse en discuter parce que c'est bien compliqué et que le syndicat d'énergie a un programme de recherche-développement avec l'agence régionale de l'énergie. Donc ça, je dirais, on peut vous rappeler puis en parler plus longuement. Et puis, sur la première question, j'ai oublié, Marie Myrtille. Enalp équivalent énergie d'ici, le marché public favorise les multinationales. Alors, est-ce que ça favorise les multinationales? Peut-être oui. Notre difficulté, c'est de respecter le code des marchés publics. Donc, on trouve des astuces, notamment avec des critères haute valeur environnementale qui sont prévus dans le code des marchés publics pour trouver des astuces pour avoir de l'énergie plus locale. Mais voilà, je veux dire, voilà. La grande difficulté, c'est qu'on doit respecter le code des marchés publics et donc après, c'est les opérateurs qui répondent. Alors, opérateurs internationaux, pas encore, puisqu'on n'a que des opérateurs français qui répondent. On n'a jamais eu d'opérateurs étrangers. Alors, probablement que nos opérateurs français vont sur l'international. Je suis certain d'EDF et de Engie. Total, probablement un petit peu. Voilà. Ok. On va peut-être prendre une dernière question. Quand on était encore sur notre courbe de graphique de bourse tout à l'heure, on a dit qu'on avait acheté au plus bas pour l'année 2020, enfin, en 2020 pour l'année 2021. Quelqu'un nous demande comment stockez-vous votre gaz pendant un an? Alors, on ne stocke pas le gaz. Je vous rassure, même si dans la Drôme, on a je dirais les meilleures capacités de stockage de gaz en France, dans le Nord Drôme. Quand on dit on achète en bourse, ça veut dire qu'on achète des produits boursiers. Donc, soit on achète au jour le jour,
Et je dirais, un opérateur ne peut pas nous faire un prix garanti, puisqu'il ne saura pas nous dire quel prix l'an prochain, à quel prix sera la bourse. Et donc, il pourra pas, c'est un risque trop important pour lui de nous faire un prix fixe et, je dirais, de subir les variations de la bourse. Donc, la bourse, elle dit, vous pouvez acheter, je dirais, ce qu'on appelle un calendar, c'est-à-dire que une quantité d'énergie en électricité comme en gaz sur toute l'année 2021. Et donc, du coup, ce prix-là, je veux dire, à n'importe quel moment de l'année, on peut souscrire le prix, on peut acheter toute l'année 2021 à un prix donné. Donc, c'est un prix fixe. Et donc, à partir du moment où, je dirais, le fournisseur a eu, je dirais, le retour du syndicat d'énergie comme quoi il a été retenu, lui, il valide cet achat-là en bourse, et donc il bloque un prix pour l'année 2021. Mais le gaz n'est pas stocké, c'est un gaz qui est vendu à terme. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, parce que là, on est sur des choses un peu complexes, on est sur des produits boursiers. Et donc, c'est pour ça que nous, nos marchés aujourd'hui, ils sont toujours du 1er janvier au 31 décembre, parce que si un fournisseur veut répondre à notre marché, et que par exemple, on lui dit c'est du 15 mars au 15 novembre, ce fournisseur, il va d'abord acheter le produit de l'année et il va devoir après revendre des petits bouts. Et donc, il sait à quel prix il va acheter l'année, mais il ne sait pas forcément à quel prix il va revendre les petits bouts parce qu'il va les revendre, je dirais, au moment où, je dirais, la période arrivera. Voilà. Donc, du coup, c'est des risques pour le fournisseur. Bruno, je te propose peut-être d'arrêter. Les gens ont commencé à nous souhaiter une bonne soirée. Je voulais juste leur préciser, donc le support de ce soir sera envoyé par mail. Donc, parce que j'ai eu la question également. Et puis, on met également en ligne sur le site de Territoire d'énergie Drôme les replays des formations qui sont passées ce soir. Donc, vous pouvez déjà aller voir sur le site. Alors, celle de ce soir n'y sera pas encore, bien sûr, mais il y en a déjà 3 qui sont dessus. Et donc, on fait au plus vite, voilà, pour vous laisser ça en ligne aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions, pour votre implication. Et donc, rendez-vous à d'autres webinaires ou alors à d'autres formations en présentiel si on peut les tenir. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les sujets de l'énergie. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.